d'action, il faut savoir se poser de temps en temps pour se poser de bonnes questions. Voilà, donc c'est le temps de la pause pour se poser de bonnes questions. Alors, le Liban, le Fonds est à sa 4e expérience. Le Fonds a organisé ce séminaire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, et puis maintenant au Liban. Alors, le Liban est un pays quand même assez unique, unique par son caractère multiconfessionnel, et forcément offre une modalité de l'action humanitaire assez spécifique. Hier, on a entendu ceux qui sont dans l'action s'exprimer. On voit combien il n'est pas évident d'accueillir l'autre malgré ses propres fragilités. Ça, c'est vraiment ressorti dans les discours qu'on a entendus hier. On a compris également que des distorsions peuvent être induites par des politiques de financement des bailleurs. Oui, l'argent, mais l'argent qui, de bonne foi, dégagé pour soulager la souffrance de l'autre, peut induire des distorsions dans la manière dont on délivre les services à l'autre. On a compris qu'il y a d'énormes problèmes d'opérationnalisation de la notion de besoin, comment on adresse les besoins des autres, et un besoin une espèce d'appel à un nouvel équilibre entre ONG locales et ONG internationales. Alors, dans l'exposé qu'on a eu hier sur le catch transfert, il y a une problématique majeure qui est comment implémenter le principe de justice dans la distribution, justement, de ces biens et services censés soulager la souffrance. Alors, derrière tout cela, il y a de grands questionnements éthiques. Et aujourd'hui, c'est ces questions-là qu'on va aborder. Et à travers 4 intervenants, 4 brillants intervenants, vous allez comprendre tout à l'heure en quoi ce sont les personnes idoines pour traiter ce premier aspect sur les valeurs, parce qu'on va passer en revue les 4 principes de l'éthique, à savoir le principe de l'autonomie, le principe de la bienfaisance, de la non-malfaisance et le principe de la justice. Donc, ce premier atelier porte sur l'éthique et les valeurs, ainsi que les principes de l'action humanitaire. Et j'ai comme invité, juste à côté de moi, le professeur Jean-François Mattei, qui est professeur émérite de génétique et d'éthique médicale. Il est membre du comité consultatif national d'éthique, il a été jusqu'en 1997, et il est actuellement membre de l'Institut de France de l'Académie nationale de médecine. Il a été ministre de la Santé, de la Famille et des personnes handicapées de 2002 à 2004. Et il a été également président élu de la Croix-Rouge française en 2004 et membre du conseil de direction du FICR en 2005. Réélu dans ses positions en 2009 jusqu'en 2013, il assure aujourd'hui la présidence du Fonds Croix-Rouge française, appelé à devenir fondation dans quelques temps. Juste à côté, il y a le père Michel Schauer, si j'ai bien prononcé le nom. Très bien. Alors, il a suivi des études de philosophie, très bien, de théologie et de criminologie à l'université de Louvain. Il est professeur ordinaire à l'université de Namur et recteur de cette université de 1999 à 2010. Il a été également membre du conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique belge entre 1999 et 2010 et président de la Fondation des universités catholiques d'Europe et du Liban entre 2007 et 2013. Alors, depuis 2011, il est directeur du Centre universitaire d'éthique de l'USG et secrétaire du comité d'éthique de l'Hôtel-Dieu de France. Il est également président du comité d'éthique et de la recherche de cette même université et membre du comité consultatif national libanais d'éthique et donc vice-recteur de l'USG. Il est directeur de l'unité génétique médicale de cette université. Donc vous voyez un peu les profils qui sont dans ce panel. Alors, la troisième personne, c'est M. Kamel Moana, alors qui a un parcours intéressant
et qui justifie qu'il soit justement dans ce panel. Il est né à Kiam, au sud du Liban. Il a été confronté dès son plus jeune âge à l'occupation israélienne de son pays. Et dans les années 60, il a effectué ses études de médecine en France et est devenu pédiatre. Il a débuté son engagement humanitaire avec les révolutionnaires du Dauphin avant de s'engager dans les camps palestiniens pendant les années 70, en participant justement à la création de l'association Nadje. C'est bien ça. Oui. Alors, en 1979, il a créé Amel Association Internationale. Et cette ONG œuvre pour la dignité de tous, sans discrimination, notamment dans les secteurs de santé, de l'éducation, de la formation professionnelle et de la protection. Et donc, depuis le début de la crise syrienne, le docteur Mohanna s'est engagé avec Amel afin que la générosité du Liban et de sa société civile avec les réfugiés syriens et palestiniens soit reconnue et soutenue. Et c'est dans ce cadre qu'Amel a reçu le prix Ghazal pour la paix et a été nommé pour le prix Nobel de la paix en 2016. Alors, la personne complètement à gauche, lui, c'est Ali Mourad. Il est juriste franco-libanais, il est maître de conférences en droit public à l'Université arabe de Beyrouth. Il est docteur en droit de l'Université de Rennes 1 et de l'Université libanaise. Et son travail de recherche se concentre principalement sur le droit européen et les relations euro-méditerranéennes, mais aussi sur le droit administratif et le droit constitutionnel. Il est impliqué dans des activités de la société civile libanaise, en particulier celles qui concernent les droits de l'homme, la démocratie et les réformes électorales. Alors, vous avez là la biographie succincte des membres du panel. Alors, je vais prendre à partir de maintenant mon gros bâton de président qui suis obligé d'appliquer la dictature du temps. Ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est le programme. Donc, vous aurez chacun 15 minutes pour délivrer votre message. Alors, professeur Mattei, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup, cher Francis, cher président, mesdames, messieurs, chers amis. Je vous ai déjà remercié pour beaucoup de la qualité de votre accueil chaleureux, amical, et sachez que, je vous le dis très sincèrement, je me sens parfaitement chez moi au Liban. Depuis hier, nous disons que l'humanitaire est en profonde mutation. Je n'insiste pas, sauf pour dire qu'il nous faut naturellement pour l'action humanitaire de nouveaux repères. Je les ai probablement découverts peu à peu lors de ma présidence de la Croix-Rouge, de mon appartenance au conseil d'administration de la Fédération internationale Croix-Rouge, Croissant-Rouge, et j'ai compris intuitivement, à la fin des années 2000 et au début en 2010, que l'éthique pouvait représenter un guide pour l'action humanitaire. Alors c'est intéressant parce que l'éthique est aussi vieille que le monde, en tout cas aussi vieille qu'Aristote, avec l'éthique à Nicomaque, et puis elle est entrée dans la théorie des philosophes avec Spinoza et d'autres au fil des siècles, mais elle ne s'est jamais confrontée à la réalité pour de bon. Il a fallu la Deuxième Guerre mondiale, Auschwitz, la Shoah, le Goulag, pour que l'homme s'interroge pour la première fois véritablement sur le sens de son humanité, sur ce qu'était son humanité. Comment des hommes ont pu faire ça à d'autres hommes? C'était pour le moins une question inédite, une situation nouvelle. Or, c'est justement le rôle de l'éthique que de répondre à des questions nouvelles pour lesquelles la réponse n'est pas évidente. Depuis, l'éthique a construit son histoire, elle a désormais un contenu, elle a un corpus de principes, et elle a été adoptée dans de très nombreux domaines. D'abord l'éthique biomédicale, naturellement, mais également l'éthique de l'environnement, l'éthique des nouvelles technologies de communication. Bref, notre monde change tellement que les nouvelles situations se multiplient et les interrogations éthiques avec. Mais alors,
il faut naturellement se poser la question, au fond, qu'est-ce que l'éthique ? Je pose la question aussi simplement et abruptement parce que je suis, je dois le confesser, souvent irrité par le fait que l'éthique est placée à tous usages. Il n'y a pas un bon discours, un bon entretien médiatique sans que le mot éthique soit glissé, parce que celui qui le prononce, en le prononçant, se pare de toutes les vertus. J'ai prononcé le mot éthique, je suis éthique. Et c'est assez triste parce que les gens qui prononcent ce mot éthique ne savent pas ce qu'il veut dire. Et donc ce mot est détourné. Et j'ai une de mes craintes est que le mot ne soit usé avant d'avoir véritablement servi, car il est aujourd'hui à tous usages. En fait, l'éthique ne doit pas faire peur, car ce n'est pas une science qu'il faut apprendre. L'éthique, c'est un questionnement. C'est l'art du questionnement. Nouvelle situation, nouveaux choix à faire, et l'étape du choix est essentielle dans la vie, dans maintes circonstances. Et pour faire un choix, il faut s'interroger, il faut se questionner. Et c'est ce questionnement qui est l'éthique. Il se fait d'abord au niveau personnel. On se forge en dialogue avec sa conscience une conviction. Voilà comment moi je réponds et je veux mener ma vie. Mais comme nous vivons en collectivité, il faut passer au stade de l'interrogation collective et construire ce que Max Weber appelait l'éthique de responsabilité. En fait, on le comprend, ce questionnement doit faire appel au discernement pour tenter de faire la part entre le bien et le mal, le possible et le souhaitable. Ce n'est jamais facile et je peux vous dire d'expérience qu'il n'y a pratiquement pas de choix éthiques sans tension morale, car il s'agit de faire un choix et il est le plus souvent difficile. Alors je vous disais que ce mot a été utilisé à tort et à travers. Je voudrais lever quelques confusions. L'éthique n'est pas la morale. La morale, c'est une série de commandements, elle est intangible, elle est inconditionnelle, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne violenteras pas, tu n'abuseras pas de personnes vulnérables, et ça ne se discute pas. Ce qui fait qu'au fond, la morale apporte les réponses avant que les questions ne se posent. En revanche, quand il y a une situation nouvelle qui n'a pas de contenu moral à proprement parler et qui ne peut donc pas trancher, alors l'éthique intervient. C'est assez intéressant, cette histoire, parce que c'est exactement le principe d'Antigone, de la tragédie d'Antigone. Camus l'a bien expliqué, Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort. Et donc, on le voit bien, c'est là la tension morale du choix éthique qu'il faut faire. À qui vais-je donner raison ? Vais-je enterrer Polynice ou le jeter aux bêtes sauvages hors de la ville ? Donc, l'éthique n'est pas la morale. Elle se pose au cas par cas, elle ne fait pas jurisprudence et elle nécessite chaque fois de s'adapter aux circonstances particulières. L'éthique n'est pas la déontologie. La déontologie est un corps de règles professionnelles qui règle une profession, par exemple le code de déontologie médicale, le code de déontologie financière, le code de déontologie médiatique. Simplement, aujourd'hui, on voit fleurir l'expression de code éthique parce que les codes de déontologie ont souvent été pris en défaut de trahison de leurs véritables principes et valeurs, et alors pour laver plus blanc que blanc, pour être plus vertueux que les plus vertueux, eh bien les professions se sont reconstituées un code éthique. Or, code éthique, c'est un oxymore, ce sont deux mots qui se contrarient, car dès lors qu'il y a des règles, ce qui est le cas des codes, l'éthique n'a plus sa place, puisque l'éthique est interrogée justement quand il n'y a ni loi ni règle. Enfin, l'éthique ne correspond pas non plus aux principes humanitaires de Dunant, 1859-1864, humanité, impartialité, neutralité, indépendance. Ce sont ces valeurs que
toutes pratiquement les organisations humanitaires ont adopté, mais quand on y regarde de près, ces principes humanitaires ne s'adressent qu'aux acteurs. Seul un humanitaire peut dire « je suis empreint d'humanité », « je suis impartial »,« je suis neutre »,« je suis indépendant ». Il ne faut pas attendre qu'un bénéficiaire ou une victime, surtout sur un champ de bataille, la machette à la main, vous dise « je suis empreint d'humanité, je suis impartial, neutre et indépendant ». Ça n'a pas de sens. Et donc on se trouve là devant une situation sur laquelle je reviendrai dans un instant. On le voit bien, les principes humanitaires ne suffisent pas dans la relation, dans l'échange, dans le dialogue qui se noue entre l'acteur et le bénéficiaire. Ce qui fait que de la théorie à la pratique, il nous faut faire un pas de plus, c'est-à-dire s'engager dans la définition des principes éthiques, ce qui a été fait depuis maintenant 3 ou 4 décennies déjà. Un travail fondateur dans la littérature internationale démontre que quelles que soient les différences qui peuvent exister entre les peuples, les ethnies, sur le plan culturel, sur le plan religieux, 4 principes apparaissent qui peuvent avoir une hiérarchie différente d'un endroit à un autre, mais qui existent fondamentalement. Francis Akindes les a cités: l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Alors, ils seront déclinés tout au long de la journée. Je vais juste dire un mot pour chacun d'entre eux. L'autonomie d'abord. Mais l'autonomie, elle est essentielle. C'est le respect de la dignité de la personne dans sa liberté et dans sa responsabilité au regard de lui-même. C'est la victime qui convoque l'aide, qui appelle à l'aide. Elle doit décider elle-même des besoins qui sont les siens. Je dois dire que la liberté qu'elle revendique est non seulement légitime, mais c'est le seul garde-fou contre les dérives du paternalisme. Et donc, cette autonomie est essentielle. Et en outre, elle vient effacer cette relation asymétrique que je laissais poindre il y a un instant, comme en médecine. En médecine, le médecin était jusqu'à peu considéré comme debout, sachant, décidant, tout-puissant, et le malade couché, souffrant, ignorant et dépendant. Cette relation asymétrique a été supprimée. Il faut faire la même chose dans l'humanitaire, où nous avons aujourd'hui, encore trop, la relation asymétrique entre l'humanitaire qui est debout, qui a les moyens, qui sait et qui décide, et la victime qui est couchée, qui souffre et qui attend, dépendante elle aussi. Donc l'autonomie d'abord. La bienfaisance. Écoutez, je me permets de raconter cela parce que j'ai vu que certains dans la salle avaient été scouts comme moi. Et dans le scoutisme, les équipes ont le devoir chaque semaine de faire une bonne action. Et le samedi, les équipes rendent compte. Et quand j'étais scout, donc il y a évidemment un certain nombre d'années, un samedi, il y a une équipe qui dit, quand elle est interrogée, ben nous, on a aidé à traverser une vieille dame. Et on dit, ah bon, moi, ça c'est très bien. Et il y a une petite voix qui ajoute, ah oui, parce qu'en plus c'était difficile, elle ne voulait pas traverser. Je veux dire par là, tout simplement, qu'on ne peut pas faire le bien des gens malgré eux. Il faut, quand on veut leur attribuer un bien, qu'ils reconnaissent ce bien comme un bien réel pour eux. Je vous donne 2 exemples. Vécu dans mon engagement humanitaire, à Sumatra, 35 degrés de moyenne comme température et les gens en tongs, j'ai vu arriver des containers d'Europe pleins de lainage et d'escarpins à hauts talons. Ça n'est pas de la bienfaisance. Quand j'ai visité des hôpitaux ruraux en Afrique, les directeurs terminaient en m'ouvrant une remise et me montrant un amas d'électrocardiographes, stimulateurs, pompes d'alimentation, et avec un air triste, ils me regardaient en disant « Les gens qui nous envoient ça ne savent même pas qui nous sommes et quels sont nos besoins. On ne sait pas les faire marcher, on n'a pas les pièces de rechange et parfois pas même l'électricité. » Ça n'est pas de la bienfaisance, car donner, ça n'est pas satisfaire l'empathie du donateur, c'est répondre à un véritable besoin. La non-malfaisance, c'est un principe bien connu qui nous vient là encore du latin, d'abord ne pas nuire.
et il est bien connu en médecine, mais je vais vous donner 2 exemples qui ont été en partie déjà abordés hier. Je suis rapide. Centre de diagnostic anonyme contre le sida. Dépistage anonyme contre le sida. Mais si vous faites le dépistage et que vous dites aux personnes « vous êtes séropositive, au revoir », vous êtes nuisible, car vous les abandonnez dans un désespoir abominable. Donc il faut une prise en charge globale qui entoure le dépistage. Quand vous arrivez, une petite ONG, petit budget pour faire un centre de santé dans un petit village, et vous y restez, vous créez des besoins, une satisfaction, une amélioration de la vie, et puis au bout de 18 mois, il n'y a plus de budget, on plie bagage et on s'en va. Vous précipitez les populations dans l'état antérieur qu'elles avaient cru abandonner. Vous leur faites du mal. Et on a parlé hier de la pérennité, de la durabilité de l'action humanitaire. Enfin, la justice. La justice au sens voulu par John Rawls, c'est-à-dire la justice distributive. Je prends 2 exemples. La trithérapie. Quand la trithérapie a été mise au point dans les années 90 et qu'il n'y en avait pas assez, on disait qu'on allait tirer au sort. Et on s'est aperçu que 90% des médicaments étaient distribués dans l'hémisphère nord, qui n'avait que 10% des malades, et que 10% des médicaments étaient donnés en Afrique, où il y avait 90% des malades. Ça n'était pas la justice. Et puis vous avez évoqué hier les camps de réfugiés. Moi j'ai découvert la même chose que ce que vous avez dit hier, à l'est du Tchad, avec les camps du Darfour. On avait des camps, 49 000 personnes, et j'étais très content de ce que la Croix-Rouge française avait fait. J'étais là depuis 2-3 jours. Quand les chefs de village autour m'ont demandé rendez-vous, ils m'ont dit, écoutez, il y a un petit problème. Parce que nous, ces gens, on comprend, on les accueille, on partage le peu qu'on a d'herbe, de bois pour faire le feu, mais vous voyez, vous leur donnez de l'eau et nous, on en manque. Vous les nourrissez et nous, on a faim. Vous les soignez et nous, on n'a personne. Vous organisez une école et nous, on n'en a pas. C'est pas juste. Et c'est là qu'on a compris qu'il fallait absolument, dans toute action humanitaire de la sorte, englober les populations environnantes, sauf à dire que naturellement, il y avait une injustice. Alors, je vais conclure en paraphrasant l'impératif catégorique de Kant, que je voudrais appliquer à l'éthique humanitaire en disant la chose suivante. Fais en sorte que dans ton action au service d'autrui, tu respectes son autonomie afin de lui procurer un bien qu'il considère comme tel, sans risquer de lui faire un mal, ni d'attenter à l'égale dignité des personnes. Je vous remercie. Merci, professeur Mattei. Bon, alors, vous voyez bien qu'on réintroduit de nouveaux concepts qui sont censés servir de boussole, voilà, à l'action humanitaire qui, parfois, en situation, peut aller dans tous les sens, parce que il faut répondre aux exigences des politiques de financement, il faut répondre aux exigences des États, les équilibres entre les États et les associations. En tout cas, les 4 principes les 4 principes éthiques que sont l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice sont offerts comme des boussoles de l'éthique de l'action humanitaire. Alors, on va quand même continuer avec le père Michel Schauer sur les ONG en appui à l'initiative publique ou en lien et place de l'initiative publique. Une chance ou un risque? Voilà une question posée à l'action humanitaire à laquelle le père Schauer voudra nous apporter quelques éléments de clarification. Vous avez la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. C'est une aventure d'être invité à venir témoigner dans ce colloque, dans ce séminaire, parce que
Cela fait des semaines, sinon des mois, que je reçois des mails extrêmement précis en demandant le titre de mon intervention et la durée, et les références, etc. Et quand je ne réponds pas le jour même, le lendemain, j'ai un rappel très gentil, très agréable, etc. Mais c'est presque du harcèlement, mais du harcèlement académique. Hein. Alors j'ai dû répondre et on me demandait un titre et je me suis dit, tiens, mais ce serait intéressant d'étudier d'un peu plus près l'équilibre ou le non-équilibre entre l'intervention publique et l'intervention privée dans l'humanitaire. Je me suis fait le projet à moi-même, tiens, je vais prendre du temps pour étudier cette question-là et pouvoir en parler un petit peu au colloque organisé. Eh bien, le temps, je ne l'ai pas eu. Et donc, je vais être un peu aujourd'hui livré, si vous voulez, quelques impressions fondamentale que je vis par rapport à cette question-là, mais en prenant un chemin personnel pour y arriver, vous comprendrez. D'abord, je trouve, et le professeur Mattei, qui, après son brillant exposé que nous venons d'écouter, me conforte dans cette perspective. D'abord, je voudrais dire que, lui comme moi probablement, notre point de départ, c'est de parler comme universitaire. Ça a été notre boulot, notre mission pendant des années, et pour moi, ce l'est encore aujourd'hui. Alors, si je dis ça, c'est que je vous confesse très simplement que je ne suis pas du tout un praticien de l'action humanitaire sur le terrain en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Pas du tout. Je n'ai pas d'expérience à proprement parler personnel d'avoir vécu une action humanitaire. Ah, quelqu'un m'a dit, oui, mais tu as été donné cours 8 jours au Tchad. Très bien, mais ça, j'ai été donné cours d'éthique aux médecins en formation au Tchad pendant 8 jours. Ce n'est pas de l'action humanitaire. Donc, c'est vraiment avec le point de vue de l'universitaire, et je vais aller très vite, mais pour vous expliquer, je pense que c'est de la responsabilité de tout universitaire, c'est un lieu commun de dire ça, de créer de nouveaux savoirs. Le chercheur est là pour créer de nouveaux savoirs. Notre mission de recherche, que moi j'estime première, c'est créer de nouveaux savoirs. Ces nouveaux savoirs, au fur et à mesure, on les transmet. C'est l'enseignement. C'est les centres de recherche, les laboratoires, etc., découvrent et le font passer dans l'enseignement. Et enfin, mettre ces nouveaux savoirs à disposition de la société. C'est la mission de service d'une université. Eh bien, je pense que quand on parle humanitaire, l'université a cette triple mission. Et je me suis réjoui hier d'entendre l'un d'entre vous qui est ici recevoir ce prix pour une carrière totalement donnée à la recherche dans des dimensions de l'humanitaire et de l'économie du développement. C'est vraiment ça, je pense, notre responsabilité, notre mission, le service humanitaire, le service, universitaire que nous avons à rendre, y compris dans une problématique aussi importante pour la société d'aujourd'hui que l'humanitaire. Donc, une démarche de recherche, d'enseignement et de mise à disposition des résultats de cette recherche et de ces enseignements au niveau de la société. Ça veut dire très concrètement que dans une université comme celle-ci où nous sommes accueillis aujourd'hui, il doit y avoir des chercheurs et des centres de recherche qui peuvent consacrer leur temps, leur énergie, leur savoir-faire sur les questions non seulement de santé publique, mais dans une perspective d'aide humanitaire. Qu'il doit y avoir des propositions d'enseignement qui sont faites aux étudiants pour aborder ces questions-là, y compris avec la dimension éthique dont le professeur Mattei vient de nous parler. Et en même temps que l'université doit mettre au service de la société qui l'entoure, dans laquelle elle est baignée, et je suis témoin que c'est une réalité, avec la problématique, par exemple, des réfugiés syriens actuellement, l'université doit se mettre au service de ces populations avec sa spécificité de recherche et d'enseignement. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu le chemin par lequel j'aboutis ici devant vous, parce qu'on m'a dit,
Ah oui, mais toi, tu es responsable du centre d'éthique de l'université, donc il faut que tu viennes parler, c'est très bien. Je ne suis pas du tout compétent en humanitaire, comme je vous l'ai dit. Je travaille essentiellement dans le secteur de la bioéthique, avec déjà énormément de dossiers et de travail. J'en viens à une deuxième expérience que j'ai été amené à faire il y a quelques années, alors que j'étais encore en Europe. C'est de créer en Belgique un label éthique pour les associations qui récoltent des fonds auprès de la population. Donc on s'était rendu compte à l'époque qu'il y avait de plus en plus une méfiance des donateurs vis-à-vis des ONG internationales ou vis-à-vis des ONG locales, avec beaucoup de questions et tout un discours évidemment ultra néolibéral qui court derrière, c'est-à-dire qu'on prend un exemple et à partir de là on généralise et on dit toutes les ONG se mettent de l'argent dans les poches, toutes les ONG, etc. Et avec un ami qui travaillait dans une des principales ONG internationales sur Bruxelles, nous avons décidé de créer ce qu'on appelle l'association pour l'éthique dans la récolte des fonds, avec un objectif extrêmement précis de visibilité dans la société belge qui était de dire telle ONG a un label éthique qui est contrôlé annuellement par cette association et telle autre ne l'a pas. Donc chaque ONG était invitée, si elle le souhaitait, à solliciter ce label éthique. Alors, qu'est-ce qu'on vérifiait en fait ? On vérifiait le contenu des messages. Il faut que les messages qui sont donnés respectent l'éthique. Il faut que les messages qui soient donnés respectent l'éthique en n'essayant pas d'apitoyer le donateur, en aggravant au maximum la situation des personnes qu'on décrit. Alors ça, c'est un premier respect de l'éthique. Un deuxième respect de l'éthique, ou une autre manière de le dire, c'est de ne jamais donner, dans les mailings qui sont faits pour solliciter le donateur, de donner des informations fausses. Un troisième respect de l'éthique, c'est le respect de l'image des personnes qu'on évoque dans les mailings. On n'a pas le droit de publier la photo d'une famille en difficulté, d'une famille en souffrance, d'un enfant handicapé, sans qu'il y ait eu un accord fondamental sur le fait de publier cette photo dans un mailing qui va être adressé à 20 000 donateurs potentiels. Donc ça, c'est au niveau du contenu, si vous voulez. La deuxième exigence, c'était au niveau du contrôle de la comptabilité de ces ONG. Donc chaque ONG acceptait de faire l'objet d'un audit annuel de sa comptabilité. Et il y avait un engagement public qui était donné que les frais de fonctionnement de l'ONG, y compris des mailings, etc., ne pouvaient pas dépasser 20% des sommes recueillies. Alors, 20%, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? On peut discuter. Vous savez probablement qu'aux États-Unis, par exemple, si on fait une grosse opération pour solliciter la charité publique, qu'on investit des sommes gigantesques dans cette opération et qu'elle permet de distribuer 10% des sommes investies, l'Américain trouve que c'est très bien. On a envoyé une somme importante qui représente 10% du... En Europe, évidemment, on ne réagit pas du tout de la même manière. C'est plutôt l'inverse. Et donc, on s'était mis d'accord sur ce 20% comme le maximorum autorisé. Troisième exigence qui était présentée, c'était que les ONG qui sollicitaient le label éthique devaient avoir impérativement la reconnaissance du ministère des Finances en termes d'exonération fiscale. Parce que vous savez que dans le système européen, en tout cas belge et français que je connais, s'il n'y a pas exonération fiscale, c'est-à-dire si en fait le don qui est fait par la personne ne vient pas partiellement être compensé par une diminution d'impôts, il y a très peu de dons qui sont récoltés. Donc voilà pour vous dire un petit peu.
Et donc, à travers cette initiative du label éthique, on approchait déjà un petit peu la problématique financement public, financement privé. Alors, j'en arrive maintenant à ce sur quoi j'aurais voulu travailler avec des chiffres à l'appui, etc., et que je n'ai pas pu faire, pour vous donner simplement, me semble-t-il, une réflexion éthique en dehors de toute donnée scientifique vérifiée. Je pense que, vraiment, que quel que soit le terrain concret où doit aboutir l'aide humanitaire, il est impératif qu'il y ait un équilibre. Quand je dis équilibre, ce n'est pas 50%, 50%, mais qu'il y ait un équilibre entre l'initiative publique et l'initiative privée. Je vais caricaturer. Nous vivons ici dans un pays où, et c'est un motif en même temps d'admiration et de regret, en tout cas de ma part, où l'initiative privée est sans cesse en train de compenser la non-intervention publique. Je ne parle pas de l'humanitaire en disant ça, je parle de la vie courante de tous les jours du peuple libanais. Plus de 25 ans après la fin de la guerre, il n'y a toujours pas d'électricité de façon normale. Il y a donc une initiative privée qui prend le relais du public pour assurer de l'électricité dans les maisons de ce pays. Plus de 25 ans après la guerre, il n'y a toujours pas d'eau de façon normale. Si vous vous promenez tous les soirs à partir de 6-7 heures du soir, surtout à cette saison-ci, dans les rues de Beyrouth, vous voyez partout des camions qui livrent de l'eau. Ce n'est pas du mazout qui livre, ce n'est pas de l'essence, c'est de l'eau. Parce que l'État n'assure pas la distribution de l'eau en suffisance, etc. C'est vrai, il n'y a pas de transport public digne de ce nom. Donc l'initiative privée, qu'elle soit commerciale ou qu'elle soit non lucrative, est tout le temps en train, dans ce pays, de prendre le relais de l'absence de gestion publique. Alors, je vous ai dit, je suis en même temps en admiration, parce que c'est extraordinaire de voir dans le monde de l'enseignement, dans le monde de l'éducation, dans le monde de la santé, dans le monde de l'aide sociale, la multiplicité d'initiatives privées, d'ONG, d'associations de tout genre, confessionnelles et si possible non confessionnelles, qui font que ce pays continue à vivre malgré tout et à fonctionner. Alors, si on se met du côté de l'humanitaire, je pense que c'est vrai aussi, c'est-à-dire il faut cette répartition, et j'insiste, je ne souhaite pas du tout donner des chiffres de 50%, 50%, entre l'initiative publique et l'initiative privée. Pourquoi ? Parce que c'est fondamental qu'un État, dans sa fonction publique, investissent des montants importants, des forces vives importantes, etc., pour les besoins humanitaires qui existent chez lui, si nous nous situons ici au Liban pour le moment, avec le problème gigantesque dont vous avez parlé hier, des réfugiés syriens qui s'ajoutent aux Irakiens, qui s'ajoutent aux Palestiniens, ou dans un État, mettons-nous en Europe, où le problème n'existe pas du tout de la même manière, etc., mais avec une part budgétaire publique pour le financement de l'humanitaire dans le monde. Donc je pense que c'est un devoir fondamental des États d'assurer cela. Et en même temps, je pense que c'est fondamental aussi que l'initiative privée puisse venir en appui de façon extrêmement importante à l'initiative publique en matière humanitaire, que ce soit sur le terrain, comme je viens de l'évoquer, dans un pays qui connaît une situation humanitaire extrêmement sollicitante, ou que ce soit dans des pays d'Europe qui ne connaissent pas la situation de la même manière, mais qui sont sollicités, où le donateur privé est sollicité pour pouvoir venir en appui aux grandes ONG internationales qui travaillent sur le terrain de l'humanitaire. Voilà, c'était un peu décousu, vous m'excuserez, mais voilà le partage de ces quelques propos très volontiers aujourd'hui. Alors, au principe éthique se rajoute le principe de complémentarité entre l'initiative privée et l'initiative publique. Voilà, donc vraiment, je compacte l'idée du père Schauer et on aura le temps d'en débattre tout à l'heure.
Alors, Kamel Moana, vous avez la parole. Je peux passer au podium? Oui, si vous voulez. Chers amis, merci au professeur Jean-François de cette invitation et au Fonds Croix-Rouge française et notamment à la très chère Virginie, à M. Julien. Chers amis, c'est un plaisir de continuer avec mes amis, le professeur Jean-François et le père Michel, qui ont parlé de valeurs, des principes de l'éthique. Moi, je vais essayer un peu comment on applique ces éthiques sur le terrain à travers une expérience, l'expérience d'Amel et aussi la société civile libanaise. On a avec nous mon ami Dr Zorbi, on travaille ensemble, on était ensemble en France aussi, à Tours. Et aussi on travaille avec nos amis de la Fondation Mérieux, M. Robert Sabbar et Josette. On va construire un centre mère et enfant dans l'ABK. Amel, justement à travers cette expérience, qui est une ONG non confessionnelle. Mais c'est une grande ONG aussi. Et son principe principal, comment développer l'humanité de l'être humain sans tenir compte de son appartenance religieuse ou géographique ou politique. Aucun de nous n'a choisi sa famille, sa nationalité, sa religion. Ce sont des choses qu'on a héritées. Ce que nous pouvons faire ensemble, c'est le vrai défi. Et Amel, dans ce sens, qui a pris comme slogan la pensée positive et l'optimisme permanent dans un pays, le Liban, que j'admire, que je suis fier d'être libanais et arabe, où le moi, c'est formidable et l'autre ne vaut rien. Je suis le meilleur, ma famille est la meilleure, mon parti est le meilleur, ma confession est la meilleure et l'autre ne vaut rien. Alors justement, ce slogan, la pensée positive et l'optimisme permanent, c'est comment dire nous, comment peut-on travailler ensemble. Je vais apporter au début deux précisions. La première, en Occident, quand on parle de l'action humanitaire, c'est l'urgence. Nous, dans notre région, tout ce qui est en rapport avec l'être humain, c'est l'urgence, c'est le service, le développement et l'advocacy. Et deuxième précision, le Liban, c'est le pays le plus riche en ONG et ainsi la force de société civile dans le monde par rapport au nombre d'habitants et la société civile, et le père Michel a un peu parlé de ces points, qui a empêché l'effritement de la société libanaise pendant la guerre civile et l'occupation israélienne pendant 22 ans. C'est la société la plus forte, la société civile. Et justement, le Liban continue à exister. On a une classe politique, malheureusement, depuis la fondation du Liban, l'indépendance du Liban, qui n'a pas réussi à créer un État démocratique, un État civil, un être citoyen. Et la société civile, franchement, joue un rôle très important au Liban pour développer les valeurs citoyennes. Alors, pour l'historique de l'humanitaire, rapidement, l'humanitaire est passé dans les dernières décades en 3 étapes. Pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'humanitaire missionnaire et souvent colonial. Et pendant les années 60 et 70, il y avait les mouvements de libération dans le monde, la Chine, le Vietnam, la cause palestinienne, le Yémen, le Dhofar, Cuba, l'Amérique latine. C'était l'humanitaire engagé et militant. Et à cette époque, on a fondé MSF et MDM qui protestaient contre, soi-disant, la position de neutralité, de ne pas témoigner de la Croix-Rouge internationale. Et moi, à cette même époque, j'ai fondé 2 ONG dans le même engagement, Najdé dans les camps palestiniens que vous avez, et Amel, au sein de la gauche libanaise, du mouvement national. Je suis du sud Liban, ma ville a été détruite complètement et notre maison 4 fois a été détruite par l'armée israélienne. Et à Amel maintenant, il y a 800 personnes qui travaillent, il y a 24 centres, il y a 6 cliniques mobiles, on a une unité éducative mobile, on travaille aussi avec nos amis SAMU Social International des enfants de rue, là, avec mon ami Xavier Emmanueli, on a une initiative que je vais évoquer là, plus tard. Et justement, Amel essaye comment donner un modèle de changement dans le monde arabe, malheureusement dans une période où il y a un retour à l'appartenance identitaire et primaire. On est en train de chercher les gènes de chacun. Il est né quoi? Sunni, chiite, maronite. On n'a pas choisi sa religion. Moi, je suis de la famille Mohanna.
Dans tous les pays arabes, il y a cette famille, de toutes les confessions. Qu'est-ce que ça veut dire? On a choisi sa religion en fonction de l'endroit où on est né. Et toutes les religions parlent de tolérance. Tout ce qui se passe maintenant, et mon ami Régis Debray, il dit, dans tous les temps, les religions ont été utilisées à des visées politiques. Tous les temps. C'est depuis toujours. Alors, maintenant, le vrai défi maintenant, alors après la chute, la troisième étape, après la chute de l'ex-Union soviétique et l'affaiblissement de l'État-providence, welfare state, l'humanitaire est devenu professionnel, technique, charity business, et moi je parle de BONGO, Business Oriented Non-Governmental Organizations, et je parle aussi de FRANCO, First Ladies Non-Governmental Organizations, et de RANGO, Royal Non-Governmental Organizations. Alors, c'est devenu, dans beaucoup de cas, un business. Et le vrai défi, et ce que nous essayons de faire maintenant, entre autres, et Amel qui est devenu international avec tous nos amis, et justement l'expérience, que ce soit avec nos amis ici au Liban, société civile, et moi je suis responsable du collectif des ONG libanaises et arabes aussi, qui regroupe les grandes ONG du Liban, comment développer le valeur citoyenne au Liban et dans le monde arabe, parce qu'il faudrait bâtir un État démocratique, un État civil, et chacun est libre d'être de sa religion, de son parti politique, mais il faut insister sur l'être humain. Alors, dans l'action humanitaire, Amel, qui a joué un rôle assez important, et tout le temps en collaboration avec nos amis, que ce soit de la Croix-Rouge et les autres ONG, maintenant, avec les réfugiés syriens, on a offert 2 millions de services aux réfugiés syriens, et qui a aussi offert 9 millions de services au peuple libanais depuis sa fondation. Et je suppose aussi nos amis dans d'autres ONG la même chose. Imaginez le rôle de la société civile au Liban, combien elle est forte et combien ce pays peut être un peu un modèle, parce qu'il y a cette diversité au Liban. Il y a maintenant dans un monde où il y a ces replis identitaires un peu partout, il y a ces discours populistes, ces discours de xénophobie, d'islamophobie, de sécurité, d'identité un peu dans tout le monde. Et le vrai, maintenant, la campagne que nous sommes en train de mener dans le monde, c'est comment développer les valeurs de solidarité. Et le Liban, malgré tous nos problèmes, on a reçu 1,5 million de réfugiés syriens depuis 7 ans. Et je dis à M. Hollande, quand il a visité le Liban, il était président, il dit, on a 1,5 million, ce qui équivaut à 22 millions en France. Vous avez 10 000 Roms, vous les avez expulsés. Et M. Le Drian, lui, il a raison. Et M. Macron, quand il était candidat, il a visité notre centre à Ain Roumane. Je lui ai dit, j'écoute tous les matins RFI, et vous parlez depuis 2 ans de 6 000 migrants à Calais. Vous êtes 65 millions. On est au Liban, 3,5 millions, on a 1,5 million de réfugiés. Et je salue la générosité des Libanais et des Palestiniens réfugiés, mais la situation est catastrophique et explosive. Ça n'est jamais arrivé depuis le massacre de Rwanda en 1994 qu'un pays aussi petit que le Liban qui reçoit ce nombre de réfugiés. Et malheureusement, dans tous ces mondes, il y a, là où nous allons, on parle de ce discours populiste et tout le monde suit un peu l'extrême droite, au lieu que les forces politiques et surtout la gauche, et même la droite qui a des valeurs citoyennes et tout ça, de faire face à ce populisme, à cette xénophobie. Malheureusement, on suit un peu Alors, à Amel, pour les réfugiés syriens au Liban, sur le plan de la santé, au niveau des premiers services, on s'arrange plus ou moins, mais il y a un vrai problème au niveau de l'hospitalisation. L'HCR, ils ont un contrat avec une assurance privée, ils payent 75% du coût de traitement. D'abord, ce n'est pas facile de trouver une place. Les structures hospitalières au Liban ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins. Mais aussi, les Syriens, donc, 80% des Syriens sont au-dessous de ceux de la pauvreté. 80% qui sont au Liban ici. Et aussi, il faut signaler qu'il y a 1,5 million des Libanais qui sont aussi au-dessous de ceux de la pauvreté, dont 7% dans une pauvreté profonde. Et notre slogan à Amel, il faut aider les Libans qui aident la Syrie. Alors, les Syriens ne peuvent pas avoir payé 25%, mais le vrai crime qu'on est en train de commettre vis-à-vis de la jeunesse syrienne, on a au Liban 400 000 élèves syriens, on a un programme de scolarisation pour 200 000 seulement. Imaginez quel est l'avenir de la nouvelle génération syrienne, que ce soit au Liban et à 4 millions d'élèves étudiants syriens maintenant, au total, qui ne vont pas à l'école et à l'université. Imaginez, ce sont des futurs Daesh. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour
Alors, au niveau aussi des problèmes économiques et sociaux, on a 40 000 prisonniers au Liban. 30% sont des Syriens, et souvent à cause des problèmes économiques et sociaux. Et au problème de l'environnement, vous savez le problème des déchets au Liban. On a 5 000 tonnes par jour en tant que Libanais. Avec nos frères et sœurs syriens, on a 7 000 tonnes et demie par jour. Et imaginez le nombre de pollution, la pollution qu'on peut avoir dans notre pays. Alors, ce qu'il faut, alors pour l'argent, et là justement en parlant de l'éthique, et vous avez parlé de ça, professeur Mattei, moi j'étais au Koweït, au sommet de bailleurs de fonds. M. Ban Ki-moon avait demandé 8 milliards 400 millions de dollars. Il y avait une promesse de payer 3 milliards 400 millions. Et on a payé 90% seulement de cet argent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on travaille pour la visibilité et non pas pour l'efficacité. Il faut dire aux médias qu'on travaille bien, mais en fait, on ne travaille pas bien. Et moi, j'étais à Londres aussi, quand il y avait le sommet des bailleurs de fonds. Ils ont promis de payer 7 milliards et demi, je dis à M. Cameroun et M. Ban Ki-moon qui étaient là-bas. Vous payez cet argent non pas par solidarité. Vous avez peur que ce réfugié vienne chez vous. Et quand il y a un accord avec la Turquie, maintenant le Liban, il n'a reçu que 26% de l'argent promis pour le Liban cette année, pour les réfugiés. Alors imaginez maintenant, et là justement M. Guterres, qui est un grand ami que je vais peut-être rencontrer le mois prochain, et je veux proposer justement que l'année prochaine soit l'année de solidarité avec les réfugiés, avec les plus démunis. Et la grande question, comment prévenir les conflits? Pourquoi tout le temps on traite les conséquences des crises? Pourquoi il y a des conflits dans le monde? Pourquoi il y a 20 ans, il y avait 10 000 réfugiés déplacés internes et maintenant il y a 65 millions de réfugiés déplacés internes? Pourquoi on ne se pose pas cette question? Il y a des pays de grande puissance maintenant, tous les produits sont faits dans les pays où la main-d'œuvre n'est pas chère, il ne reste plus que les armes. Alors il faut vendre des armes, alors on crée des conflits dans le monde pour vendre des armes. Pourquoi il y a 65 millions de réfugiés déplacés maintenant dans le monde? Alors, comment, en tant que médecin, si on ne fait pas un bon diagnostic, on ne donne pas un bon traitement? Alors, maintenant, pour les ONG, les agences des Nations Unies et les ONG internationales. Alors, il y a la question que se pose. Combien d'argent qui arrive est dépensé pour la logistique et combien d'argent arrive aux bénéficiaires? Et moi, j'estime que c'est à 60%. Et pour les ONG internationales, au lieu de venir travailler avec nous en tant que partenaires, souvent, ils prennent notre place. Et moi, à Amel, on a offert 2 millions de services aux réfugiés syriens. Je peux vous dire, il faudrait au moins 10 fois pour n'importe quelle ONG internationale pour faire la même chose. Parce que nous, on est sur place, on a nos locaux, nos salaires, le salaire plus élevé à Amel, c'est $2 000, il y a très peu de gens qui touchent cet argent. Alors, justement, là, je parle de charity business et je parle de Bongo. On veut l'argent pour les voyages, pour les salaires et pour les appartements. Et il faudrait, comme recommandation, et selon le Guardian, seulement 2% de l'argent qui arrive dans le monde va aux ONG nationales. Alors, au sommet international humanitaire, j'étais avec Virginie de Hamel, l'autre Virginie, elle est là, on a recommandé de donner 25% aux ONG nationales. À mon avis, c'est une décision qui ne sera pas exécutée. Mais il faudrait au moins qu'il y ait un partenariat entre ONG nationales et internationales et renforcer les ONG nationales. Et ce que nous faisons avec nos amis de la Fondation Mérieux, c'est un exemple pionnier, comment travailler d'égal à égal. Et aussi, il faut lutter contre la culture néocoloniale. Tout le temps, ils viennent chez nous pour nous apprendre comment il faut travailler. Mais on leur dit, moi je me rappelle une infirmière qui avait, je ne vais pas citer le pays, une infirmière, et moi ça fait 43 ans que je travaille au Liban, et 10 ans en France, elle voulait m'apprendre à moi comment il faut travailler. Je dis, mais écoutez, moi je suis médecin, je suis professeur à l'université, et vous êtes infirmière. Au moins, en tant que profession, je connais un peu plus que vous certaines choses. Mais je suis libanais et je suis sur le terrain. Comment vous venez d'arriver, vous voulez m'apprendre comment il faut travailler dans le pays? Et il a écrit après un rapport, et justement, malheureusement, nous, maintenant ça change un peu, on écoute la personne qui vient de l'Occident et pas nous. Nous, on est considérés comme des corrompus. Je vais vous raconter une blague à la fin. Concernant l'éthique, le professeur Mattei, la conclusion, combien il me reste? Juste 2 minutes pour conclure. D'accord. Une large conclusion. Alors, pour conclure, le combat qu'il faut mener, à Amel, on fait des programmes. Les Syriens sont ici depuis 7 ans. On ne doit plus parler de l'urgence. Il faut parler du développement. À Amel, on a formé 10 000 acteurs sociaux. 10 000 acteurs sociaux. En majorité sont des Syriens. On prépare la société civile. Et nous, quand il y aura maintenant, on ne travaille pas en Syrie, à Amel, mais quand il y aura une solution, on va beaucoup travailler là-bas.
parce qu'on a un staff qu'on a formé, il y a beaucoup de Syriens qui ont profité de notre action, il y a même certains Syriens qui travaillent à Amel parmi les 800 qui travaillent à plein temps, et il faudrait alors parler maintenant de développement, et les femmes, comment émanciper la femme. Et là, on a des projets productifs où la femme, et quand la femme, elle se sent digne, elle apprend une profession et elle travaille, elle participe dans la vie publique. Et ça, c'est la voie à la démocratie. Alors, les 5 recommandations que je fais, c'est pour moi, toute action humanitaire, qui ne travaille pas avec les couches vulnérables, pour nous, ce n'est pas une action humanitaire. Il n'y a pas de démocratie sans développement. Il faut manger et après philosopher. Maintenant, il y a beaucoup d'ONG qui nous parlent dans les hôtels de démocratie, et les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. Deuxième point, toute action humanitaire qui ne soutient pas les causes justes du peuple, et en premier lieu la cause palestinienne, pour nous, ce n'est pas une action humanitaire. Troisième chose, toute action humanitaire qui ne lutte pas contre le double standard. Regardez, si quelqu'un est blessé à Londres, tous les médias en parlent. Il y a chaque jour des centaines de morts en Irak, en Syrie, en Palestine, en Libye, tout ça, notre vie ne compte pas. Quatrième chose, il faut lutter contre la répartition juste de richesses dans le monde. Il y a 20% de la population du monde qui possède 80% de richesses. Déjà au Liban, on a 0,3%, 8000 personnes qui possèdent la moitié du Liban. Au Liban, déjà, chez nous. Et on parle aux États-Unis, le pays de 1%. Alors il faudrait, et dernier point, il faut lutter pour un état de justice sociale où le secteur public supervise le secteur privé. Le secteur privé cherche le profit. Et mon ami le père Michel, quand on dit privé, il faut séparer les privés et l'humanitaire. Il y a deux choses. Hein. Alors, il faut que le secteur privé soit supervisé par le secteur public. Et nous, ONG, société civile, on doit compléter le rôle du gouvernement et on doit être un groupe de pression pour corriger les politiques en faveur des couches les plus défavorisées. Merci la blague, ouais. qui est très importante, et ça c'est pour l'éthique, cher ami Jean-François. Alors, il paraît qu'un Libanais, enfin, quelqu'un est mort, il va en enfer. C'est pas la même, Robert. Hein? Et alors, il regarde comme ça, il y a plusieurs sortes d'enfers, l'enfer libanais, américain, français, enfin, toutes sortes. Il y a une queue énorme devant l'enfer libanais et les autres enfers, c'est vide. Mais dit, mais pourquoi ils sont tous devant l'enfer libanais et les autres, c'est vide? Quelles sont les tortures là? Il dit, il y a 3 sortes de tortures. Il y a une chaise électrique, il y a un matelas avec des clous en fer, et il y a un geôlier. Alors pourquoi ils sont devant l'enfer libanais? Il dit parce qu'il y a la chaise électrique, il n'y a pas d'électricité. Le matelas en fer, on a volé les clous. Et les geôliers, c'est un fonctionnaire de l'État. Il signe et il s'en va. Merci beaucoup. Alors, je considère que la blague ne fait pas partie du temps de parole du professeur Moana. C'est une gratification à la salle, donc je la décompte. Voilà, je décompte le temps. Alors, voilà, donc le principe au cœur des propos du professeur Moana, il y a quand même le principe du rééquilibrage des relations entre les pays donateurs, généralement, qui apportent de l'aide, et les ONG des pays donateurs et les ONG des pays qui reçoivent l'aide, pays dans lesquels ces ONG acquièrent de la compétence largement suffisante pour être des opérationnels respectés, et tout autant que ceux qui viennent de l'international. Et le professeur Moana met l'accent également sur 5 principes qui doivent régir l'action humanitaire. Donc, une action humanitaire qui ne se focalise que sur l'urgence et pas sur le développement cesse de mériter son nom. Une action humanitaire doit épouser les causes justes. Une action humanitaire doit éviter le double standard. Une action humanitaire doit travailler à la répartition des richesses. Une action humanitaire doit être juste. C'est ça, doit appliquer le principe de la justice sociale. Voilà, donc on retient tous ces éléments pour la phase de débat. Alors, on va écouter le dernier intervenant, qui est Ali Mourad. Vous avez la parole.
Bonjour tout le monde, merci pour cette invitation. Avec un grand honneur, j'assiste à ce panel. Je veux juste commencer par 2 exemples avant de poser ma problématique et développer mes propos. En 2006, pendant la guerre de 2006, à l'époque, les locaux de HCR étaient toujours à Verdun et pas actuellement à Bir Hassan. Tout le monde était en train de discuter qu'est-ce qu'on va faire, comment les écoles vont fonctionner, vont travailler à Beyrouth une fois que les réfugiés vont rentrer. Et il y avait une présence de plusieurs personnes. Je me rappelle, il y avait un général ou amiral français. À l'époque, les Français étaient là. Et donc, tout le monde pensait comment offrir des camps d'accueil pour vider les écoles et être capable d'accueillir les gens dans leur place. Et moi, à l'époque, j'avais 25 ans. Je lève ma main, je dis, je viens du sud de Liban. Je n'ai jamais visité mon village jusqu'à 20 ans. J'ai vécu dans une autre ville. Je suis allé en France, de retour. Ma sœur aux États-Unis, mon frère en France, la famille éclatée partout. Une famille libanaise normale. Personne ne va accepter de dormir pour 1 minute, voire 1 seconde, sous une tente. Les gens vont rentrer chez eux, vont vider leurs écoles et prendre peut-être les tentes, les mettre à côté de leur maison détruite, mais en même temps, personne, il y a un traumatisme lié à la question palestinienne et au camp, personne ne va le respecter. À cette époque, personne ne m'a entendu. Et ce qui s'est passé en 2006, le jour de l'arrêt des combats, tous les Libanais, réfugiés, déplacés, sont rentrés dans leur village et personne n'a pensé ni à rester dans une école, ni à prendre une tente et vivre dans un camp. Donc là, ça représente un peu l'écart entre les deux visions. Autre exemple que j'ai entendu en 2006, mais maintenant aussi, c'est les acteurs ou les experts internationaux qui arrivent au Liban. Ils me disaient, vous n'avez pas besoin de nous. Vous n'avez pas besoin de nous. Vous êtes capable de gérer ce dossier. Je parle surtout de 2006, la crise était plus concentrée. Vous êtes un pays développé dans la gestion des crises humanitaires. Ma question et ma problématique, je vais essayer de répondre, comment un pays en manque de tout, divisé politiquement, pratiquement sur tout, était capable d'absorber et de gérer une crise humanitaire qu'aucun pays en Europe ou ailleurs était capable de la gérer. L'Europe, il y a des gouvernements qui sont tombés en Europe à cause de 400 000 réfugiés syriens. Il y a des partis d'extrême droite qui sont arrivés au pouvoir. Et ce pays-là, pour l'instant, Dieu merci, n'a pas encore explosé. Pourquoi? Et là, je reviens, ces derniers jours, j'ai lu pas beaucoup de vos propos, et là, j'ai trouvé une phrase. L'éthique exprime le questionnement inévitable suscité par des situations inédites qui imposent de nouveaux choix. Et je pense que la gestion de la crise syrienne au Liban a imposé de nouveaux choix. La particularité de la gestion de la crise syrienne, si je veux un peu théoriser, on a un État faible, avec des infrastructures insuffisantes pour la population, mais aussi il y a une société civile sur l'accumulation des années avec un système et une activité confessionnelle et ailleurs, il y a des alternatives. Mais ça, ces alternatives sont aussi liées à une expérience accumulée depuis 1948. Le Liban a connu plusieurs crises humanitaires qui s'imbriquent avec son histoire politique. En 1948, les Palestiniens sont arrivés au Liban pour une durée de 2 semaines, voire 1 mois. Et ils sont toujours là. Pour cela, maintenant, on parle de camp Ain el-Helwe, alors que le Ain el-Helwe, maintenant, c'est en béton. Mais à l'époque, c'était des camps. Et là, il y a la réponse libanaise, et même la réponse palestinienne n'était pas à la hauteur, car on ne savait pas à l'époque c'est quoi cette crise. En 1975, si je fais un peu pour respecter le temps, c'était l'éclatement interne. Le déplacement interne au Liban a changé la donne démographique, sociale, sociétale de la société libanaise.
il y a des campagnes qui se sont visitées, une concentration des personnes autour des villes. Il y a un changement des structures aussi confessionnelles autour de quelques villes. L'État s'est effondré rapidement au Liban en 1975. Mais le pays était toujours capable de répondre et même continuer à payer les salaires des fonctionnaires jusqu'à la fin de la guerre. Et cette possibilité d'absorption est liée à un pays qui est faible, certes, un État et des institutions qui sont faibles, mais accompagné par une société civile très active qui s'est basée sur l'action des groupes religieux et leurs institutions, mais aussi comme les expériences de Amel et Najda et autres qui ont construit leur réseau. Concernant la division politique, je pense que les Libanais, au départ, personne n'envisageait la situation actuelle. Tout le monde pensait que la question syrienne, c'est une question de semaines, voire des mois. Les personnes proches du régime pensaient que le régime serait capable de gérer ce dossier rapidement et d'en finir. Les opposants pensaient qu'on part dans un scénario à l'Égypte, à la tunisienne, à l'égyptienne ou à la tunisienne, mais ce n'était pas le cas. Donc les réfugiés syriens au départ ont été accueillis, je parle de la première phase 2011-2012, avec des bras ouverts, avec des gens de solidarité politique et par les pauvres de la périphérie qui ont accueilli les pauvres Syriens. Mais les choses vont évoluer surtout à partir de 2012 avec l'augmentation des vagues d'arrivée. Et là, ça a créé un autre problème qui s'est ajouté à un troisième phénomène, c'est le blocage politique. Donc tout le monde pensait que la gestion de cette crise va être possible, va être de courte durée. Là, maintenant, personne n'a une perspective politique d'une solution en Syrie. Et je peux parler maintenant d'une dernière phase, pour moi c'est la plus dangereuse, c'est à partir de 2016 avec, on va dire, les affrontements entre l'armée libanaise et quelques groupes et l'arrestation de certaines personnes, on commence à sentir, à entendre ces voix d'inquiétude, voire de tension entre les sociétés d'accueil et les réfugiés syriens. S'ajoute à cela qu'il y a pas mal de politiciens, hommes politiques que je qualifie de non responsables, qui essayent d'exploiter ces tensions et même, on va dire, d'alimenter ces types de tensions. Un deuxième défi dans un pays petit comme le Liban, c'était ce que je disais, la question des camps. En Jordanie, ils ont ouvert à Za'atari un camp, une nouvelle ville, au milieu du désert. Cela facilite l'action des humanitaires. Et moi, je connais pas mal des internationaux qui travaillent au Liban, ils m'ont dit que la situation est inédite. Déjà, le besoin des Syriens est plus élevé par rapport à ce qu'on pouvait voir dans Darfour, au Soudan ou ailleurs. Il y a le besoin vital, mais aussi il y a l'éducation et autre chose. Mais ces gens-là sont éparpillés sur tout le pays. Donc, si c'était mieux concentré, on aurait pu gérer ça d'une manière un peu différente. Mais en même temps, il y a, à mon avis, deux pôles et deux discours qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Et là, je connais plusieurs visages avec Marie-Noël et les autres. On a pas mal, Virginie, il y a eu ce débat. On n'arrive pas à s'entendre. Il y a le discours des ONG et des activistes qui veulent défendre, et il faut le faire, de défendre la dignité des réfugiés syriens, et ils continuent, et nous devons continuer à combattre toute discrimination, toute xénophobie et tout racisme. Mais aussi, il y a aussi face à cela un discours qui dit que les Syriens sont un véritable problème et utilisent cette situation pour des raisons politiques. Et à mon avis, les deux refusent de s'entendre. Certains activistes refusent d'admettre. Il y a un déni de réalité.
qu'il y a véritablement un problème. Un pays comme le Liban ne peut pas, à longue durée, gérer 30-40% d'augmentation de population au moins de 2 ans. Je comprends les activistes qui craignent que leur entrée dans ce débat, ça peut justifier certaines mesures inacceptables, mais en même temps, il faut admettre cela. Et d'autre part, les hommes politiques qui essayent de voir juste le mal dans ce contexte-là, à un moment donné, ils doivent prendre leurs responsabilités sur ces questions. Là, maintenant, je veux parler de quelques problèmes opérationnels. Déjà, j'ai évoqué la question de la répartition sur tout le pays. Deuxième point, je pense que j'essaie de trouver des mots les plus diplomatiques, si vous voulez. Disons qu'il y a une méfiance qui pourrait être justifiée au départ, mais injustifiable entre les agences internationales de l'ONU ou les ONG et l'État libanais. Et il y avait pour des raisons de débat et de dialogue, un mépris pour les institutions libanaises. Pour vous donner un exemple, un projet de l'ONU qui voulait construire des puits sans demander la permission. En même temps, il y a une non-reconnaissance de la possibilité ou de la générosité de cette société libanaise, malgré tous les défauts, malgré tout le racisme et ce qu'on peut voir. Cette société libanaise était capable de gérer. Et moi, je salue des autres personnes qui ont dit que le Liban a pu gérer ce dossier. Et nous pouvons être fiers. Aucun autre pays, les raisons sont notre faiblesse, sont notre manque d'infrastructures. Peu importe, nous étions capables de gérer ce dossier. Et donc, pour les ONG, ils ne voulaient pas accepter, je parle de l'ONU, ne voulaient pas accepter de dialoguer avec l'État et de prendre en considération quelles sont les méfiances et les inquiétudes de l'État libanais. Si on ajoute à cela, et je veux rentrer un peu en détail, est-ce que c'est, d'une part, on demande à l'État libanais, alors que l'État libanais sait très bien que tous les ONG, tous les fonctionnaires des ONG et des organisations internationales violent la loi. Ils ne signent pas un contrat de travail. Ils rentrent avec un visa touristique de 3 mois et partent ailleurs et reviennent. Donc, aussi, il y a une question d'éthique. Il y a de l'argent qui doit être payé pour le Libanais, pour le Liban, un contrat de travail avec des taxes. En même temps, là, actuellement, il y a à un moment donné, et je rejoins Dr Mhanna sur ce point, il y a un sentiment de supériorité quelquefois qu'on le voit chez les internationaux. Et si je vous donne un exemple, une étudiante de 22 ans, elle a été payée autour de 15-20 000 $ pour venir vers des études sur les situations des femmes syriennes au Liban. Elle vient de Berkeley et elle discutait avec un docteur syrien qui travaille au Liban, 25 ans de travail d'aide humanitaire et surtout surtout sur les questions de famille et les questions de gestion familiale. Elle lui disait, évoquer la question de protection ou autre chose pour limiter le nombre d'enfants, ça ne passe pas. On ne peut pas prendre à ces gens-là le sexe. En fin de compte, c'est leur seul plaisir. Elle dit, j'ai visité toute la Syrie et les gens sont capables d'entendre les possibilités de moyens de limiter le nombre d'enfants et tout ça. Elle ne voulait pas entendre. Elle a écrit son rapport, elle s'est barrée et ce rapport s'est jeté à côté d'autres rapports et la situation continue. Autre chose qui me préoccupe, c'est la professionnalisation de l'aide humanitaire au Liban. Là, malheureusement, depuis 2006, on est rentré dans une phase
le travail volontaire, l'esprit de volontariat a en quelque sorte disparu. Et là, on commence à avoir un métier qui est le métier de travailler dans un ONG et travailler dans l'humanitaire. Peut-être c'est bien, quelquefois, la professionnalisation, c'est bien, mais d'autre part, ça a brisé un esprit qu'on trouvait avant 2006, même pendant la période avant 2000, cet esprit de travail, de bénévolat qui a disparu en quelque sorte au Liban. Et pour finir, pour nos amis, je suis désolé pour être un peu critique, dans ce sens-là, le Liban était devenu un Eldorado pour les fonctionnaires des ONG internationales et de l'ONU. Le Liban est un pays où on peut accueillir la famille. Il y a des écoles de très haut niveau. On dépense peut-être beaucoup d'argent, mais on va être dans une situation plus... Donc, il y a cette idée de carrière. Le Liban est devenu un passage obligatoire pour les gens qui veulent travailler dans l'humanitaire au niveau international. C'est devenu une carrière. Et dans cette perspective, on pourrait voir en même temps la tension entre les différentes agences de l'ONU qui va être à tête, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a cette tension qui, quelquefois, je disais, la tension entre les différentes ONG libanaises, c'est rien si on la compare avec les tensions inter-onusiennes et si on ajoute à ça la bureaucratie onusienne, la société libanaise, la société civile libanaise peut être fière de ce qu'elle a pu faire. Merci. Merci, Ali. Alors, on est en plein dans la problématique de la transition humanitaire, avec tous les questionnements entre quelle doit être la relation entre les organes multilatéraux qui financent l'aide humanitaire et les États, la relation entre pratiquement les ONG internationales et les ONG nationales, la question du financement, du partage de ressources, dans une société fragile qui, malgré sa fragilité, a accueille et se rend compte que cet accueil, lorsqu'elle s'installe dans la durée, peut poser des problèmes. Mais la question qui est au bout, c'est que faire quand on est déjà dans la situation? Problématique de transition humanitaire, parce que les questions qui ont été posées par le professeur Mourana et Ali Mourad tout à l'heure, c'est les mêmes problématiques qu'on a entendues à quelques nuances près en Côte d'Ivoire, dans une phase post-crise, où les acteurs locaux se posaient des questions sur les pratiques des acteurs internationaux. C'est les mêmes questions qui sont posées, mais à un autre niveau, mais avec une autre démarche avec l'État ivoirien, qui s'est dépêché de bouter dehors l'aide humanitaire. Alors, voilà, on est en plein dans la problématique de la transition.